Frédéric Gioli, qui est cofondateur de la Fresque du Climat et actuel trésorier de cette association. Frédéric, Bonjour Laetitia. bonjour. Vous dirigez également votre société de conseil Caristéo pour aider les entreprises donc à comprendre le défi climatique et à transformer leur organisation. Merci d'être avec nous ce matin, surtout que vous êtes arrivé ici presque au pied levé, donc c'est très sympa. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes avec Cédric Riggenbach et votre fresque du climat des lanceurs d'alerte finalement? Non, je ne crois pas. Les lanceurs d'alerte, c'est les scientifiques. Et ils nous alertent depuis longtemps, déjà une trentaine d'années qu'on a les informations scientifiques nécessaires pour sonner l'alerte. Moi, je me vois plus comme un passeur de messages. Manifestement, les scientifiques n'ont pas le talent pour passer les messages, donc il faut se tourner vers d'autres moyens. C'est ça que je suis un passeur de messages et je vais essayer de faire passer quelques messages aujourd'hui. Alors Frédéric, vous allez maintenant nous expliquer comment comprendre les enjeux environnementaux et agir en tant que professionnel. Mais encore une petite question, comment vous, Frédéric, vous êtes arrivé à cette prise de conscience ? Je vais vous raconter ça, et peut-être pour commencer, je vais vous rassurer, ou vous inquiéter, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout un écolo. Je ne suis pas né là-dedans. Je viens d'un autre monde. Moi, j'ai passé 17 ans dans un cabinet de conseil très proche des technos, très proche des DSI. Donc, je connaissais un petit peu ce monde-là. Alors moi, j'ai été spécialisé dans une industrie qui était l'aéronautique. J'aime bien les trucs d'ingénieurs, les trucs compliqués, les systèmes complexes, les trucs qui volent, ça me fait encore rêver. Il y a encore quelques années, je passais mon temps dans les avions. Donc l'avion, c'était, je sais pas, 2, 3, 4 fois par semaine. J'adorais ça. Et ça m'allait très bien. Donc voilà, donc moi ça me convenait très bien. Évidemment, je savais qu'il se passait des choses sur le sujet environnementaux et climatiques. Voilà, moi j'avais ma vie, je travaillais beaucoup. Je ne voyais pas très bien en quoi ça me concernait. Et je me disais, il faut vraiment que les politiques s'activent un peu sur le sujet. Il doit bien y avoir des uns suffisamment intelligents pour prendre le sujet. J'ai eu plusieurs coups de semonce. Alors il y en a d'entre eux, j'aime bien cette photo parce qu'un jour j'ai découvert que l'atmosphère c'était tout petit. J'ai l'impression que c'est immense, c'est infini. Non, c'est tout petit, ce serait un vernis sur un ballon de football. Donc là, j'ai commencé à comprendre que peut-être qu'à force de mettre des choses dedans, peut-être qu'il pouvait quand même se passer des choses. Et puis un jour, moi je suis tombé sur une image. Alors j'ai jamais vraiment retrouvé l'image, mais elle ressemblait un peu à celle-là. À la rigueur, peu importe. Moi, ça a été ça, mon déclic, le moment où je me suis dit, non, c'est pas possible, ça se saurait. Vous pouvez pas savoir ce que c'est parce qu'il n'y a pas la légende. Qui a déjà vu cette image ? Donc vous êtes une petite dizaine à savoir ce qu'il y a derrière. Et là, je me suis dit, non, ça se saurait, on ne parlerait que de ça si c'était la réalité. Et donc, je suis allé vite vérifier que c'était des bêtises. Et donc, j'ai commencé à ouvrir des rapports. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à regarder des conférences, et plus j'avançais, plus c'était compliqué. Et j'ai commencé à découvrir quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, qui était l'ampleur de ma propre ignorance. Et ça m'a fait bizarre. Et je me suis dit, si sur un sujet comme ça, peux me tromper autant, il y en a combien sur laquelle ma vision du monde est complètement erronée, sachant qu'a priori, je suis à peu près bien éduqué, que je pense m'informer comme tout le monde. Ça m'a énormément fait peur. Alors j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Je vous propose de vous faire en version accélérée quelques éléments que j'ai compris depuis. On va faire une petite histoire de la Terre. La Terre à quel âge ? Quel âge ? 4 milliards ? Ouais, 4 milliards et demi. Ok, super. Alors il y a 4 milliards et demi d'années, effectivement, la Terre apparaît. Alors vous n'avez pas très envie d'être sur la Terre à ce moment-là parce que vous avez une atmosphère qui est essentiellement de l'hydrogène et de l'ammoniac. Très vite, l'hydrogène va s'oxyder. On va avoir un truc vachement bien qui s'appelle de l'eau qui va apparaître. Ça va bien nous servir. Le CO2 apparaît aussi vite. À ce moment-là, il n'y a pas d'oxygène. Et vous voyez ici que c'est l'apparition de la vie qui va créer l'oxygène. Il n'y a pas de la vie parce qu'on a de l'oxygène. Il y a de l'oxygène parce qu'il y a de la vie. Parce qu'il y a des cyanobactéries qui vont synthétiser le CO2 et créer de l'oxygène. Et puis l'oxygène, il va monter au cours des milliards d'années jusqu'à atteindre le niveau qu'on aime bien aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 20% de l'atmosphère. L'homme, Homo sapiens, vous savez, on a quel âge, nous ?
Alors, si vous murmurez, je n'entendrai pas. 300 000. Bon, on va zoomer, en tout cas, on ne le voit pas ici. Alors, on va zoomer sur le dernier milliard d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier milliard d'années de notable? 5 extinctions de masse. Une extinction de masse, c'est un moment très court où le nombre d'espèces sur la Terre s'effondre et le nombre d'individus dans les espèces qui restent s'effondre. D'accord? Donc, il y en a eu des plus sévères que d'autres. Donc, vous voyez notamment une dans le Permien où il y a 95% du vivant qui a disparu. Celle que vous connaissez le mieux, c'était au Crétacé, ou probablement un astéroïde, c'est l'hypothèse la plus probable, même si on n'a pas encore de certitude, a causé la disparition des dinosaures. Donc ça, c'était il y a 66 millions d'années. 5 extinctions de masse. Nous venons de créer la 6e. Alors des fois, je suis très surpris par les mots qu'utilisent les scientifiques, qui, quand ils sont repris après dans le langage public, perdent leur sens. Nous venons de créer la 6e extinction de masse, aussi appelée effondrement du vivant. La première depuis 66 millions d'années. C'est là qu'on vit aujourd'hui. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux ça. Donc ça, c'est le dernier milliard. On va zoomer sur 1 million d'années. Je vous expliquerai un peu cette courbe bleue après. Alors qu'est-ce qui se passe dans le million d'années? Vous avez des drôles d'animaux qui arrivent. Ce sont des bipèdes. Et effectivement, monsieur a raison. Homo sapiens apparaît 300 000 ans. Alors vous aviez peut-être 10, 20, 30 000 ans en tête, et c'est normal, on verra pourquoi. Il faut savoir qu'Homo sapiens, il n'était pas tout seul, il y avait d'autres homos en même temps que lui, il avait des cousins, il avait Erectus, Néandertal. Alors, on ne sait pas trop pourquoi ils ont disparu. Certains pensent qu'il ne faisait pas bon d'être un Néandertal sur le chemin d'un sapiens. Quoi qu'il en soit, on est la seule espèce humaine qui reste. Avant, il y en avait d'autres, on est la seule qui reste. Moi, ça m'interpelle parce que je me dis peut-être qu'on raisonnerait un peu différemment s'il y avait d'autres espèces humaines sur Terre qui n'étaient pas sapiens. Peut-être ce serait un peu différent. Donc c'est le dernier million d'années. Alors on va zoomer encore. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 000 ans dans Homo sapiens? Vous voyez la courbe là qui apparaît? Ça, c'est l'évolution de la démographie. On est une espèce qui a cartonné depuis 10 000 ans. Et c'est pour ça que souvent on dit l'homme à quel âge? On a 10, 20 000 ans, parce que notre histoire, elle commence là. Vous savez ce qui s'est passé il y a 10 000 ans? Agriculture, ouais. Pourquoi on développe l'agriculture? Climat stable. Okay. Donc effectivement, il y a 10 000 ans, on va sortir d'une ère glaciaire. Ce n'est pas la première fois qu'on sort d'une ère glaciaire, mais on va surtout rentrer dans une période de stabilité climatique complètement exceptionnelle. C'est anecdotique, c'est une exception du climat. Le climat, les températures qui oscillaient comme ça vont osciller très peu pendant 10 000 ans. Alors, elles oscillent un peu, évidemment, mais l'amplitude des oscillations est très faible par rapport à ce qu'elles ont toujours été. Ça veut dire que tous les écosystèmes vont ralentir et que nous, les sapiens, on va arrêter de courir après les hordes de mammouths, de rennes. Et en faisant ça, on va s'installer. Et en quelques milliers d'années, toutes les tribus humaines réparties un peu partout sur la planète, ou en tout cas la plupart d'entre elles, vont se sédentariser. On observe le phénomène partout sur la planète et avec ça, je vais pouvoir commencer à observer des cycles, des saisons. C'est pratique un climat stable pour avoir des saisons. Avec des saisons, je vais pouvoir anticiper ce qui va se produire, tester des choses et moi ce que je vais voir, c'est ce que mon père a vu et ce que mon grand-père a vu. Et donc comme ça, je vais pouvoir capitaliser de la connaissance et développer effectivement une agriculture et à ce moment-là, l'homme moderne arrive et c'est ce qui explique notre grand succès jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a une petite courbe tout à l'heure qui se promène, on en parlera après. Donc ça, c'est les derniers 10 000 ans, on a fait plein de choses formidables. Donc en plus de l'agriculture, on a commencé à construire des temples, des pyramides, on a construit des routes, jusqu'à un fameux moment où on a inventé la machine à vapeur, ce qui a évidemment tout changé. Alors vous voyez cette petite courbe bleue qui nous suit depuis 1 million d'années. Vous avez une idée ce que c'est ça? C'est le taux de CO2 dans l'atmosphère, projeté pour 2100. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour comprendre que ça peut poser des problèmes. Ouais, le CO2, il a toujours évolué. C'est vrai. Pas comme ça. Jamais. On est déjà dans un monde d'apprentis sorciers.
Alors pour comprendre un peu ce qui se passe, j'ai besoin de faire appel à un ami qui va m'aider un peu à comprendre les ordres de grandeur. Je vous le présente. Il s'appelle Robert. C'est un bon ami à moi. Et je vous assure que vous avez intérêt à être copain avec Robert. Et Robert, avec ses bras, il développe 400 watts de puissance. Waouh. J'ai un autre ami qui est encore plus fort que Robert. Alors, il se trouve que c'est une femme. Elle s'appelle Maïté. Et Maïté, elle développe 800 watts. Elle est beaucoup plus costaud que Robert. Sauf que Maïté, elle a un grille-pain. Et c'est ça son petit secret, c'est qu'avec son grille-pain, elle développe 800 watts de puissance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes une génération qui a perdu absolument toute notion des valeurs d'énergie. Parce qu'on branche une prise électrique, et hop, on a 800 watts. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si son grille-pain tombe en panne, à Maïté, elle a besoin d'avoir 2 Robert qui vont pomper, comme ça, pendant les 3 minutes, pour avoir ses tartines au petit déjeuner. Alors peut-être que Maïté sera très contente d'avoir 2 Robert dans sa cuisine, je ne dis pas. Mais vous vous rendez bien compte que le moment où on a su remplacer des hommes par des machines, ça a tout changé. Tout d'un coup, on s'est trouvé des théories idéalistes, humanistes, et on s'est dit, oh, l'esclavage quand même, c'est pas très bien tout ça. Oui, un esclave c'est pénible, il faut le nourrir, ça veut s'échapper, des fois ça tombe malade. Une machine? Non. C'est marrant, ça coïncide. Ça coïncide avec quoi? Ça coïncide avec le moment où on a découvert les énergies fossiles. Si aujourd'hui je prends un utilisateur Oracle moyen, vous voyez, un Jean-Marc, il est là. Il est un peu moins fort qu'un Robert, lui développe 100 watts de puissance. Donc si je veux 1 kWh d'énergie, j'ai besoin de 10 Jean-Marc qui pédalent pendant 1 heure. D'accord? 1 kWh d'énergie, c'est 10 personnes normales qui pédalent pendant 1 heure. C'est ça 1 kWh. Pour avoir ce même kilowattheure, j'ai besoin d'une grosse bûche de bois, d'une bouteille de gaz, d'un petit tas de charbon ou d'une canette de pétrole. D'accord? Une canette de pétrole, c'est l'équivalent de 10 personnes, de 10 esclaves qui travaillent pendant 1 heure. Donc vous vous rendez bien compte que le jour où je trouve ça, je vais juste en vouloir plus. Et plus, et plus, et plus. Et c'est ce qui va se passer à partir du moment, non pas qu'on découvre le pétrole, ça fait 1000 ans qu'on utilise le pétrole, mais tout ce qu'on savait en faire, c'était l'allumer pour essayer d'avoir un peu de lumière, et encore, c'était pas terrible. Mais au 19e siècle, James Watt invente, ou plutôt améliore de manière significative, un truc qui s'appelle la machine à vapeur, c'est-à-dire une machine qui transforme cette énorme énergie potentielle dans un truc qui est utile pour nous. Donc quelque chose qui pousse, qui tire, qui transforme, bref, une machine. C'est ça qui va tout changer. Ce n'est pas le moment où on découvre les énergies, c'est le moment où on invente une machine qui les transforme dans quelque chose qui est important. Et à partir de là, on va en voir plus. Il y a des gens qui ont étudié le cerveau et ils voient que le fait de transformer le monde autour de nous, on a des shoots de dopamine. C'est pour ça qu'on adore bricoler le dimanche. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser de l'énergie. On va construire de plus en plus de machines pour construire de plus en plus de choses qu'on va utiliser ou pas, mais c'est pas grave parce qu'on va les jeter et on va pouvoir en avoir encore plus. Ça, c'est la consommation d'énergie depuis 1850. Ça s'appelle une exponentielle. Depuis le Covid, on a appris un peu les exponentielles. Alors, il y a des exponentielles qu'on aime bien, des exponentielles qu'on n'aime pas. Alors, celle-là, on l'aime bien. PIB. PIB mondial. On a cartonné, hein. PIB mondial. Alors, je vous présente ce monsieur, il s'appelle Kenneth Boulding, c'est un économiste, et lui, il dit que quiconque croit à une croissance infinie dans un monde fini est fou, ou alors c'est un économiste. Il sait de quoi il parle. Dans un monde fini, la croissance infinie, c'est pas possible. Alors ça, j'arrive très bien à le faire comprendre quand je suis dans des écoles. Les enfants, ils n'ont aucun problème avec ça. Quand je suis avec des économistes ou avec des boards de direction, c'est bizarre, ça, c'est plus compliqué. Ouais.
Alors pourquoi ça va être un problème? Il y a plein de raisons. J'ai juste, parce que j'ai pas beaucoup de temps, me concentrer sur l'une d'entre elles. Alors les énergies, on va essayer de mieux les comprendre. Vous avez ici les énergies qui arrivent au début. Alors au début, on a beaucoup de charbon qui va arriver. Et puis à partir de 1950, on appelle ça la grande accélération. Après la Deuxième Guerre, on va s'industrialiser, on va tout accélérer. Et puis tout va augmenter. Vous voyez que les énergies s'empilent les unes sur les autres. 80% de notre énergie est fossile. Et des fois que vous ayez un doute, le solaire et l'éolien, c'est moins de 1%. L'énergie en plus forte croissance en 2022, ça s'appelle le charbon. C'est pas nouveau. Hein. Si jamais un jour on fait une transition, on n'a juste pas commencé. 80% elle est fossile. Donc quand je brûle du fossile, qu'est-ce qui se passe? Ça vous le savez, ça fait de l'effet de serre. Donc l'effet de serre, j'ai des rayons du soleil qui arrivent sur la Terre. La Terre, elle va en réémettre une partie, 30%, le reste est absorbé par la Terre. Puis la Terre, elle va réémettre cette énergie sous une autre forme qu'on appelle l'infrarouge. Et mes petits gaz à effet de serre, là, ils ont cette propriété de faire exactement comme la Terre, mais spécifiquement sur l'infrarouge, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'infrarouge et puis ils réémettent. Donc au premier ordre, j'ai la moitié de l'énergie qui revient vers la Terre, et ça chauffe. Alors je vais vous remontrer ce que je vous ai montré tout à l'heure. Concentration de CO2, prévision du GIEC dans la R6 parue au mois d'août il y a un an. Voilà la courbe. Donc ça va chauffer. Donc ça commence à chauffer. Alors je vous rappelle un peu quelques épisodes récents, puisque là on est en 2022. Donc on n'est que là sur la courbe. On n'est que là. Et le gros problème des exponentielles, c'est que pendant très longtemps, on ne sent rien. Et que quand on commence à sentir, c'est que le début. Rappel des épisodes précédents. Le morceau choisi, ça c'était Agen l'année dernière. À peu près au même moment, on est au Canada, en Colombie-Britannique, dans le village de Lytton, qui a pris feu tout seul à cause de la sécheresse et canicule, jamais vu alors. Ash is flying around already. Which way are we gonna go? I don't want to get stuck here. Oh, fuck! Alors quand je présentais ces slides il y a 3 mois, je disais que maintenant je connaissais 2 personnes qui sont retrouvées dans cette situation d'être au milieu des flammes en se disant qu'est-ce que je fais. J'arrête de dire ça parce que j'habite en Gironde. Il y a 2 mois, je suis dans la voiture, j'ai mes 2 enfants derrière, je suis sur une route, j'ai les fumées à gauche, à droite, je ne sais pas s'il faut que j'aille devant ou derrière parce que j'ai aucune information. Je ne pensais pas, moi, dire ça. Je viens de rajouter la slide. Feu à gauche, à droite, je n'ai aucune information, je regarde sur mon téléphone, est-ce qu'il faut que j'aille devant ou derrière? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui est prêt pour me dire ce qu'il faut que je fasse. J'ai mes 2 enfants dans la voiture. Je suis pas prêt de l'oublier. Pakistan, fin août. Pluie torrentielle, combinaison de précipitations majeures et de fonte des glaciers dû à des canicules qui ont dépassé 50%. Ça, c'est ce qui se passe au Pakistan. Vous avez des dizaines de millions de personnes aujourd'hui qui n'ont plus de maison et qui se demandent comment ils vont se nourrir demain. On est en 2022. Nous avons pris 1,2 degré depuis 1850.
Mais on va continuer. On aime bien notre vie. Prévision 2050, 2,5. Dans le scénario business as usual. Prévision de Météo France, 42 degrés, plutôt frais. Canicule à Paris, 55 degrés. 55 degrés, vous oubliez les clims, ça ne marche pas. 55 degrés, on vit dans les sous-sols, on attend que la canicule passe. La France est beaucoup mieux que les autres pays de l'Europe. Plus vous vous rapprochez de l'océan, plus il fait frais. Météo France. Mais on continue. 2060, on dépasse les 3 degrés. Alors, je vous ai dit, j'habite à Bordeaux. Ça, c'est la cathédrale Saint-André. Il y a des Bordelais? Non? Si, un. 2060, ça, c'est la cathédrale Saint-André. Sous les eaux. Alors, je vous ai montré Bordeaux, j'aurais pu vous montrer Londres, j'aurais pu vous montrer New York, j'aurais pu vous en montrer un paquet. 2060, hein, pas dans 2 siècles. Les gamins, ils auront 40 ans. Il n'y a plus de Bordeaux, en tout cas plus de centre-ville. Mais on continue. On arrive au plus 4 degrés en 2080, et c'est là que vous voyez une image que vous avez déjà vue, c'est celle-là. Alors c'est quoi cette image? Eh bien, c'est le nombre de jours par an où les températures et l'humidité ne sont pas compatibles avec la physiologie humaine. Le parti pris des auteurs, c'est de dire en deçà de 50 jours, on va s'adapter, on restera, comme je l'ai dit, dans des caves, en attendant que ça passe. Au-delà de 50 jours, ce n'est pas possible, il faudra quitter les territoires. 2080. Je serai probablement plus là, et la plupart d'entre nous ne seront plus là. Mes enfants, il y a encore un espoir pour qu'ils soient là. Je ne vous fais pas un dessin. Alors la mauvaise interprétation, c'est de dire nous c'est bon, c'est pas mon message. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Si on était vraiment une espèce rationnelle, la Homo sapiens, on devrait tous être en train de, je sais pas, faire quelque chose. Parce qu'en plus il paraît qu'on fait faire quelque chose. Donc je suis passé par beaucoup de phases de déni et la première c'était de me dire non mais attends, c'est pas possible. Ils exagèrent, il y a bien eu des cycles, tout ça, ça va se remettre tout seul. Et donc je suis allé regarder des gens qui disaient ça. C'est assez convaincant d'ailleurs. Très vite, si vous êtes honnête, vous verrez que ces gens-là ne font pas partie de la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'ils ne publient pas dans des revues à comité de lecture. Ils aiment bien les plateaux télé, ce genre de choses. Vous gagnerez beaucoup de temps si vous voulez éviter les bêtises pour voir si vous prenez le temps de regarder est-ce que cette personne est pertinente, travaille sur le climat et publie dans des revues à comité de lecture. Alors quand j'avais plus ça, j'aime bien la tech. Il y a les startups. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui bossent là-dessus. Il y a plein de gens qui font de l'innovation sur ces sujets. Des millions de personnes qui ont des idées et qui les mettent en œuvre. Je vous donne un exemple, ça c'est en Islande l'année dernière. Vous avez une usine de captation de CO2, il y en a une 40aine maintenant dans le monde. Donc celle-là, c'est celle qui, donc la plus grosse usine de capture de CO2, ça capture le CO2 dans l'atmosphère et ça le remet directement dans le sol. Donc c'est génial, on a besoin de ça. Le GIEC pleine parie sur ces technologies pour les scénarios favorables. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, ils vont capturer, ils promettent à terme de capturer 4000 tonnes de CO2 par an. Super. On en émet 100 millions de tonnes par jour. Quiconque va m'expliquer que la technologie va me sauver, je vous attends avec les ordres de grandeur. Bon, qu'est-ce qu'il me restait? Plus grand-chose. Quand même, les gouvernements. Alors, au mois de novembre dernier, je suis parti à Glasgow, en train, évidemment. C'était la COP. Vous pouvez comprendre un peu ce qui se passait dans les négociations des États. Vous voulez un petit résumé de la COP? Allez, je vous le donne. C'est en anglais. Hello, I'm from the government with an update on how we're handling the climate crisis. We know you're all counting on us to solve this problem so humanity can keep enjoying its favorite pastime, continuing to live on this planet. But you see, we've realized that we are the problem. And so, how shall we put this? We're actually going to get us all killed. Look at this graph shaped like a penis because it shows how fucked we are. This is where we are now. And as we can see, it's already pretty fucked with massive fires, floods, heat
waves, locusts, bullshit. This is what scientists call the stop here or we're fucked point. And this is where we're currently headed. Or as scientists call it, net fucked by 2050. The good news is we've promised to reduce our emissions. And if you take all our promises and add them together, that puts us on track for still very much fucked by 2050. And that's if we keep our promises. A big if, since some of our biggest promises are being coke-blocked by corporate coal shills, while others are nothing more than blah blah blah, or a plan printed on a pamphlet. Pamphlet? Our promises and pamphlets are also based on the hope that we'll offset our emissions with technologies which don't work or even fucking exist. Or with technologies that do work and exist, like trees. Except trees need time to grow, which we don't have. And space, which we also don't have. Plus, trees can burn, which seems to happen a lot these days due to climate change. And when they do, they release all that carbon they captured. Which means the only way we can keep our promises is to stop emitting carbon. Are we doing that? God, no. We've been subsidizing it at a rate of $11 million per minute, which discourages investment in renewables by distorting the market. And that's why there's a huge gap between our promises and where we need to be. We don't talk about that gap because that would entail a complex process called being honest. Being honest would mean admitting that we're failing. And we can't do that because then we'd have to stop failing. That would mean ending fossil fuel subsidies and banning all new gas, coal and oil projects. And to anyone suggesting harming our precious children like that, we say, how dare you? So being honest isn't an option for us, which is why we've come up with the next best alternative. Net zero by 2050. Net zero by 2050 means that instead of being honest this decade by taking this path, we leave the being honest part to the last minute by taking that path instead. As you can see, both lead to net zero in 2050, but they're very different journeys, because this path adds this many emissions to the atmosphere, and that one adds 3 times as much. And since emissions are what's causing the planet to warm, that means crossing the stop here or we're fucked point, which risks setting off irreversible chain reactions beyond our control. That's the exciting part of running an experiment with the only planet we know that supports life in the whole fucking universe, just so we can make a few billionaires even richer. Net zero by 2050. Anywho, feel free to take over from us at any time, because as you can see, we're captured by the fossil fuel industry, compromised by our moral failings and lack of vision, and probably going to get us all killed. This has been a message from your local government franchise. Goodbye. Authorized by the Department for blah blah blah. J'ai parlé des gouvernements, alors évidemment il reste les entreprises, et les grosses entreprises. Alors j'en ai un paquet comme ça, c'était un petit cadeau que nous a fait pour un réveil écologique. Ils font un peu la liste des meilleures pubs de l'année. Là je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Vous allez regarder ça, le plus vous roulez avec ça, le plus ça nettoie l'air. Je ne sais pas ce que ça fait, ça nettoie l'air, ça enlève le CO2, ça doit le mettre quelque part, c'est formidable. Une fois que j'ai passé tout ça, je ne me suis pas senti très bien. Parce que c'est comme si je me réveillais d'un mauvais rêve. Et donc je me suis dit, la seule question qui se pose, c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est à peu près à ce moment-là que j'ai changé de vie, que j'ai arrêté ma carrière, j'ai changé de ville, changé de maison, changé d'habitude, changé de métier, notamment créé l'association, dont je parle un tout petit peu. Et puis je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le plan? Et donc le GIEC, ce fameux organisme, toujours, nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Il faut réduire le CO2. Et là, je me suis dit, là, les gars, vous aidez pas parce que ça me paraît un peu compliqué. Alors, vu que je ne suis pas le GIEC, j'ai refait la courbe pour qu'elle soit un peu plus lisse, un peu plus courte, celle que vous avez vue là. Et pour faire ça, il faut faire tous les ans 5% en moins, tous les ans. Si tous collectivement on réduit de 5% par an nos émissions de gaz à effet de serre, on y arrive, on reste sous les fatidiques 1,5 degrés. 5%. Je ne demande pas de réduire de 50% chaque année, je demande de réduire 5% jusqu'à ce qu'on soit à peu près à zéro, comme on nous le demande pour 2050. Alors, est-ce que vous allez le faire? Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bizarrement, sur ces sujets, on ne raisonne pas comme les autres. Si vous êtes responsable informatique dans votre entreprise
et que le directeur général vous dit « Ah bah vous savez, les temps sont durs, on coupe les budgets de tout le monde, il faut réduire de 5%, la première chose que vous allez regarder, c'est quoi mon budget, où est-ce que sont mes dépenses et où est-ce que je peux couper ?» Bah, je ne sais pas pourquoi, mais on ne fait pas ça pour le carbone. Donc si vous voulez réduire de 5%, bah, il y a une première chose à faire, c'est faire un bilan carbone. Qui a déjà fait un bilan carbone personnel? Vous êtes 5 à pouvoir réduire de 5%. Les autres, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas un capteur qui vous permet de deviner où est le CO2. Donc si vous voulez faire quelque chose, au lieu de dire oui, oui, je suis très préoccupé et je suis angoissé sur ces sujets, bah, première chose, faites votre bilan carbone. Nosgestclimat.fr, vous pouvez le noter, sinon vous tapez, vous le trouverez assez facilement. C'est l'ADEME en France qui nous propose ça, ça prend 15 minutes, c'est assez rigolo. Vous avez un bilan, ça vous dit je suis à 10, 20, 30 ou 50 tonnes, et après 5%. C'est pas dur, hein, les premiers 5%, croyez-moi. Tous les ans. 5%. Au-delà de 15 ans, il faut commencer à prendre des choix structurels. Mais les premiers 5, ils sont vraiment pas difficiles. Je vous engage à le faire. Alors ça, c'est pour la partie personnelle. Mais puisque ici, je suis avec des professionnels d'entreprises respectables et prestigieuses, je suis obligé d'aborder un petit sujet. Évidemment que les actions individuelles et les petits gestes, ça ne suffira pas. D'ailleurs, ça commence à m'énerver, cette expression, les petits gestes. Non, on a besoin de gestes d'ampleur, on a besoin de mobiliser les foules, on a besoin de mobiliser les décideurs et d'avoir des actions significatives. Alors évidemment, il y a une petite question sous-jacente. Alors, on fait quoi là? Vous êtes quoi, vous? Vous êtes des affreux décroissantistes ou des obsédés de la croissance? On y va ou on n'y va pas? Sujet, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je disais toujours, non mais bon, ces sujets un peu casse-gueule comme le nucléaire, quand je suis sur une scène, j'y vais pas parce qu'à chaque fois ça dérape. Bon, maintenant j'y vais, un point on en est. Ce sera jamais plus grave que le changement climatique. C'est quoi la croissance? Je sais pas. Vous savez? Énergie, ouais, c'est vrai que c'est très lié à l'énergie. Bon, la croissance, c'est du PIB. Normalement, j'ai la réponse à ce moment-là. Le PIB, c'est quoi? C'est plus compliqué. En théorie, la promesse, c'est que le PIB, c'est une mesure de la valeur. En théorie. C'est comme ça que ça a été construit. C'était au début du 19e siècle, on s'est mis d'accord sur cet indicateur qui est très compliqué. Et ce qui est marrant, c'est quand vous parlez à des économistes, il n'y en a pas deux qui vous donnent la même définition du PIB, c'est pourtant normé, mais vous voyez que c'est très compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que ça a été créé dans un monde où l'essentiel de notre économie était basé sur des produits, fabriquer des trucs. Relativement simple, là encore, de compter le PIB quand on fabrique des produits. Dès qu'on a mis des services là-dedans, très compliqué. Donc une définition relativement simple que j'ai trouvée, c'est la somme des valeurs ajoutées produites en un an dans la sphère marchande. Et puis on va aussi rajouter des coûts de production des services non marchands, parce qu'on dit quand même les hôpitaux, l'enseignement, c'est important. Bon, on a choisi ça. On aurait pu choisir autre chose, on aurait pu mettre, je sais pas, le monde associatif dedans, on l'a pas mis. C'est un choix. Le PIB, c'est une convention sur laquelle tout le monde est d'accord aujourd'hui, mais ce n'est qu'une convention. C'est devenu une religion, la croissance. C'est juste une convention, le PIB, qui est une manière de calculer qui est très compliquée. Il y a plusieurs personnes qui pensent d'ailleurs que deux personnes qui calculeraient le PIB n'arriveraient jamais sur la même valeur. Alors je vais revenir sur cette notion de la valeur. Est-ce que le PIB c'est de la valeur? Regardons bien. Je vais prendre un cycle industriel normal. Donc j'extrais de la matière, je la transporte, je la transforme, je la retransporte. Je fais ça un certain nombre de fois sur la planète. Je finis par l'assembler. Je vais la distribuer quelque part dans un magasin ou sur Amazon. À la fin, je vais l'utiliser, je suis content. À la fin, je la jette. Et 80% de ce qu'on jette, ça finit dans des décharges à ciel ouvert ou dans la nature. Le PIB, il est où? Il est partout. À chaque fois que je fais ça, j'ai un peu de PIB qui arrive. Enfin, presque partout. Parce qu'au moment où il y a usage, alors vous ne voyez pas parce qu'il y a des sièges, mais la valeur, au moment où vous utilisez la perceuse, il y a un peu de PIB là. Et donc vous comprenez bien qu'une partie du problème, c'est qu'on a construit tout un modèle économique qui réduit la valeur autant que possible parce que personne n'a intérêt à ce moment de la valeur et augmente toute la chaîne derrière. Tout ce qu'on a construit favorise ça. Donc on va favoriser toute cette partie amont-aval et on va réduire autant que possible la valeur. On a intérêt à utiliser le moins possible cet objet. Il faut vite, vite, vite que j'en rachète un. C'est ça, le monde dans lequel on vit. Les modèles d'affaires, aujourd'hui, ils sont directement ou indirectement indexés sur des quantités de flux physiques. Fabriquer plus de trucs, transformer plus de trucs, transformer plus de trucs. C'est ça le modèle économique dans lequel on vit. Et vous comprenez pourquoi.
Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de changer ça. Alors est-ce qu'on peut le changer? Il y a des gens qui essayent. Et évidemment, vous avez sûrement entendu parler, il y a plein de solutions. Alors, vous avez sûrement entendu parler de l'économie circulaire. Alors ça paraît mignon, l'économie circulaire. L'extraction de matières premières, c'est 50% des émissions de CO2, scope 1, 2, 3, c'est 80% de l'érosion de la biodiversité. D'accord? Vous demandez d'où ça vient, l'effondrement de la biodiversité, c'est ça, avec une grosse part de déforestation dedans. Donc, commencer à penser des choses en cyclique, c'est-à-dire quand je produis un objet, je suis responsable de ce qui se passera à la fin, ça devient un devoir moral. Les ingénieurs, on devrait leur apprendre ça dans les écoles, pas juste à concevoir un produit. Je conçois qu'est-ce qui se passe en fin de vie. Et vous en avez d'autres comme ça. Vous avez évidemment l'économie de l'usage. Vous avez plein de boîtes qui commencent, et peut-être pas celles auxquelles vous pensez, qui commencent à se préoccuper de la valeur dans l'usage, ou l'économie du partage, c'est-à-dire je commence à mettre de l'économie là où il y a de la valeur et pas dans ce qui est à côté. Tout l'enjeu, ça va être de focaliser l'économie et les règles du jeu du monde économique dans lesquelles on veut, parce qu'on vit, parce qu'on doit jouer dans ces règles économiques, mais en insistant sur la valeur. Et donc c'est là où le PIB, on pourrait l'oublier et remplacer par un indicateur qui serait focalisé sur la valeur, en n'oubliant pas évidemment d'en retirer toutes les externalités. Alors j'ai parlé du CO2 parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Vous savez qu'il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a 9 limites planétaires. Il y en a 6 qui ont été déjà dépassées. Une limite planétaire, ça veut dire que c'est un élément, si on la dépasse, le système n'est pas capable de le régénérer tout seul. D'accord? Donc on est dans une mécanique d'effondrement. Donc on va devoir construire un monde où on mesure la valeur, on mesure les externalités, et on avance comme ça. Moi, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de faire de la théorie. On doit diviser par 2 nos émissions d'ici à 2030. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la loi européenne, déclinée dans toutes les lois des pays. On divise même pas de 50%, de 55% nos émissions d'ici à 2030. Le CO2, ça met à peu près tout le monde d'accord. Donc, de toute façon, je ne sais pas si on va y arriver ou pas, mais ça va secouer. Ça va secouer très, très fort. Maintenant que je vous ai dit ça, je ne suis pas très sympa, parce que je viens de vous empêcher de regarder ailleurs, parce qu'on n'a pas envie de regarder ça. Il y a une pilule rouge, il y a une pilule bleue. Et la rouge, on a encore la chance de pouvoir la prendre. On vit dans un monde aujourd'hui où c'est OK de dire « Non, mais moi je ne regarde pas ça ». Vous zappez quand le sujet arrive sur une chaîne de télé, on n'en parle pas ou si peu. Et puis vous mettez sur quelqu'un d'autre la responsabilité, c'est la faute des Chinois, des Américains, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, enfin ce que vous voulez. Et ça va aller. On vit dans un monde où c'est possible, on peut faire ça. Dans pas longtemps, ce sera plus possible, profitez-en. L'alternative, c'est vous prenez la pilule bleue et puis vous dites OK, je vais faire un truc. J'étais comme ça là, quand je m'y suis lancé il y a 5 ans. Et vous allez vous sentir très seul. Parce que quand vous avez commencé à avancer là-dessus, les gens autour de vous vont peut-être se moquer de vous. Pas comprendre ce qui se passe, prendre un peu des distances. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas oublier ou commencer à réaliser qu'il y a des millions de personnes qui sont tout seuls et qui font des petites choses dans leur coin. Des millions de personnes. Et ça, c'est le moment où on passe de l'aspect déprimé à l'aspect espoir. Et on se dit, je vais essayer de m'intégrer à une communauté. Et dans cette communauté, je vais trouver une force transformationnelle. Et puis, peut-être même que je vais la créer, cette communauté. Et je vais vous raconter une dernière histoire, fresque du climat. Donc, il y a 4 ans, je rencontre Cédric, l'auteur du jeu de la fresque que beaucoup d'entre vous connaissent. On se met assez vite d'accord sur la nécessité de raconter l'histoire que je viens de vous raconter au plus grand nombre de gens dans la société. Et on se fixe un objectif, on se dit, il faut qu'on ait un projet transformationnel, il faut qu'il soit ambitieux. Et on s'était fixé 1 million de personnes, en se disant, voilà, on va essayer de fresquer 1 million de personnes qui passent 3 heures au moins à regarder dans les yeux une réalité qu'on ne veut pas regarder. Et on lance ça en décembre 2018. Et on a bien progressé. En décembre 2019, on avait déjà atteint 50 000 personnes. On était 8 dans un appartement dans le 18e arrondissement à lancer ça. 50 000 personnes, on n'aurait jamais pensé que c'était possible. En décembre 2020, on dépasse la barre des 100 000, on est à 130 000 à peu près. En décembre 2021, on dépasse la barre des 300 000. Et la dernière fois que j'ai regardé, on était à 532 000 personnes qui ont passé 3 heures dans l'atelier. Sachant ça, c'est que ceux qui disent qu'ils l'ont fait, qui sont inscrits sur un petit site.
on sait que la réalité, c'est probablement le double. Donc ça, c'est une exponentielle. C'est une autre exponentielle. Pour battre des exponentielles, on peut mettre en face que d'autres exponentielles. Et c'est ça aujourd'hui que je suis un peu venu vous raconter. C'est notre seul espoir, c'est d'avoir une capacité mobilisatrice et transformationnelle qui fait qu'on va tous se réveiller et qu'on va forcer nous-mêmes en tant que société et nos dirigeants en tant que décideurs à prendre les décisions qui s'imposent. Et je vous engagerai à faire ça notamment dans une sphère professionnelle. À chaque fois que vous aurez des décisions à prendre, posez-vous la question, elle est où la valeur ? Elles sont où les externalités ? Attendez pas qu'on change le PIB pour ça, travaillez dans cette direction. Je vous montre une dernière vidéo un peu rigolote. Quand vous vous dites, moi je suis tout petit, une goutte dans l'océan, ben vous penserez à ce monsieur. 25 000, c'est le nombre d'animateurs de la fresque. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Voilà, donc la prochaine fois que vous dites, moi je peux rien faire, pensez à ce gars-là avec sa petite pince à épiler et vous dit qu'à 29 dominos, c'est l'Empire State Building qui fait tomber. Donc parlez autour de vous, mettez ce sujet autour de la table, rassemblez-vous, vous ne mettez pas seul et s'il vous plaît, mettez-vous en action. Merci beaucoup. Merci Frédéric.